suis impressionné. D'abord, j'aimerais remercier mon contradicteur pour cette leçon de droit. Car en effet, cela relève de la leçon. J'ai appris que le juge d'instruction était un tyran. Je ne le savais pas. Tout d'abord, par politesse, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, maîtres, professeurs, assesseurs, je vous souhaite une bonne année. En effet, nous sommes en 2009 depuis bientôt 2 semaines. Nous sommes souhaités bonne année, nous sommes souhaités amour, santé, argent, prospérité, enfants, mariage. Alors moi je vous souhaite bonne année. Je vous souhaite l'égalité, la liberté, la justice, la vérité. Et s'il y a un pépin, pourquoi pas un procès équitable. Nous sommes en 2009. Nous sommes à l'heure où la justice se meurt. Nous sommes à l'heure où le bavardage de la loi et les réformes à outrance viennent nuire incontestablement à l'efficacité de notre système juridique. À l'heure où des milliers d'étudiants, où des milliers d'agents de la SNCF, de syndicats sont dans la rue pour protester. Et c'est cette heure qui a été choisie par nos dirigeants pour se fondre dans la masse, profiter du flou et proposer cette réforme du représentant, dirais-je, de notre modèle inquisitoire à la française, notre cher juge d'instruction. Je vais dans un premier temps vous montrer que cette réforme vient bousculer nos principes qui nous sont chers. Et dans un deuxième temps, nous verrons qu'elle est dangereuse. Concernant les principes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous allons faire un voyage. J'ai pour vous 7 billets. Nous allons traverser l'avenue de nos beaux principes, de notre droit, de notre République française. Le voyage commence, première escale, l'avenue des DHC, qu'on appelle avenue de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, de sa 16e rue, nous pouvons voir inscrit toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs n'est pas instaurée, n'a pas de constitution. La réforme proposée par notre cher président M. Sarkozy consiste à remplacer le juge d'instruction, le juge indépendant, par un juge, comme l'a bien expliqué mon contradicteur, de l'instruction, qui sera un magistrat du siège, qui sera chargé de surveiller les débats qui seront menés par le parquet. Et tout le monde le sait, vous comme moi, qui dit parquet, dit coup de téléphone, qui vient d'en haut, bon, chaque affaire un peu difficile, un peu délicate. N'est-ce pas ici une preuve que le pouvoir exécutif est en train de rappeler ce qui reste de l'indépendance du pouvoir judiciaire? Le juge d'instruction est un juge indépendant. Article 81, alinéa 1 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qui juge utile à la manifestation de la vérité. Il agit, il instruit à charge et à décharge. Venir nous prendre ce symbole de l'indépendance, c'est enlever ce qui reste de la séparation des pouvoirs en France. Le voyage continue et nous arrivons vers ce beau monument, l'esplanade de l'équité. Le droit à un procès équitable est consacré par l'article 6 de la déclaration, j'ai oublié le nom du texte, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y en a tellement, je parlais de Marmagne, qui dispose que tout homme a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Depuis 1896, les inculpés, qu'on appelle aujourd'hui des mises en examen, ont le droit d'être assistés par un avocat lorsqu'ils sont entendus par les juges d'instruction. Ce dernier, chargé de l'enquête, la délègue à la police nationale ou à la gendarmerie des professionnels qui sont formés à ces fins. Ça, c'est de l'équité. Un homme pouvant être défendu en toute comparution. Un homme qui a l'assurance qu'une enquête sera menée par des gens qui sont formés, des professionnels. Avec la réforme de ce juge d'instruction, on va assister à une multiplication des comparutions directes. Et tout le monde sait que ce genre de comparution amène à des dossiers qui ne sont pas traités comme il le faudrait par les juges et par les avocats. Où se trouve l'équité? Enfin, nous continuons et nous arrivons vers les tours jumelles de la vérité et de l'égalité. Pourquoi la vérité? Comme je l'ai cité dans l'article susnommé, le juge d'instruction est ici pour la manifestation de la vérité. Il est là pour faire la lumière sur les choses, sur les éléments qu'on lui apporte. Une lumière qui est saine. Alors qu'une lumière qui sera apportée par un parquet, dépendant du ministère public, auquel il a des comptes à rendre, ne serait-ce pas une lumière filtrée?
Une lumière qui dédiera selon les contingences politiques. Une lumière qui éclairera plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt au centre. Je parle d'égalité également. Croyez-vous qu'un citoyen moyen aura l'argent nécessaire pour se payer un avocat talentueux pour le défendre en cas de comparaison directe devant une cour d'assises? Je ne crois pas. Alors que ces hommes politiques fortunés ou ces anciens hommes politiques peuvent se payer des Raymond Vergès ou des avocats beaucoup plus prestigieux pour pouvoir les défendre. C'est pour ça que je parle d'inégalité. Voulez-vous qu'ils s'en sortent? Nous ne sommes pas dans une république d'égalité. Et enfin, au risque de vous décevoir, le voyage est bientôt terminé. Dernière escale. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2009. Nous sommes sur les escaliers du palais de justice à Paris, après l'annonce de cette réforme par M. Sarkozy. Nous sommes à l'endroit où des centaines d'avocats, où des centaines de juges d'instruction brandissent des pancartes sur lesquels on peut lire « Procureur égale politique égale justice à des vitesses ». Qui peut mieux parler de ces réformes si ce n'est des personnes qui y sont confrontées tous les jours? Je récapitule. Séparation des pouvoirs, égalité, vérité. Je parlais d'équité, d'impartialité. Voilà les principes que vient de bousculer cette réforme. J'ai parlé dans mon introduction de dangerosité. Pourquoi dangerosité? Parce que cela, bien sûr, risque d'amener à beaucoup d'attaques qui seront étouffées. Je ne veux pas entrer dans la polémique, ni entrer dans la diffamation, mais combien d'affaires ont déjà été étouffées? Entendons encore aujourd'hui parler de Villepin ou de M. Chirac. Ce que je veux dire, c'est permettre à ce juge de l'instruction de point d'appel, notre juge indépendant, c'est en quelque sorte encourager ce genre de pratique. Une étude récente a montré que beaucoup d'enquêtes préliminaires ont été ouvertes au lieu d'informations judiciaires menées par des juges. Serait-ce une technique pour cacher sous les boisseaux des dossiers un peu sensibles? Nul ne sait. Je parle également de dangerosité en ce qui concerne la corruption. Et oui, aussi malheureux soit-il, aussi choquant soit-il, la corruption existe. Je vous rappelle encore une fois, sans citer le nom des mis en examen, de cette affaire des magistrats d'Annecy, de ces magistrats qui sont mis en examen pour corruption. Les juges d'instruction chargés de l'affaire, M. Soulard et M. Berthet, ont accepté de cette affaire de magistrats qui auraient reçu des chèques, des cadeaux venant d'une administration judiciaire. C'est malheureux, mais cela existe. Mon contradicteur a parlé de l'affaire Doutreau. J'ai de la compassion pour ces personnes qui ont été enfermées. Je l'avoue, j'ai de la compassion. Une erreur a été commise. Mais je vous pose une question. Est-ce que l'erreur d'un homme pour remettre en cause tout un système, ce qui a pourtant aussi bien marché jusqu'à présent? Quand un médecin fait une erreur de diagnostic et qu'un patient décède, va-t-on le remplacer par des infirmières? Va-t-on le remplacer par des personnes qui sont moins compétentes? Je vous le dis, une question vous est posée. Voulez-vous aujourd'hui donner la chance à des escrocs fortunés de s'en sortir par des petits coups de téléphone à leurs amis politiciens, par des chèques glissés sous la table? Voulez-vous prendre ce risque? Une question vous est posée. Voulez-vous aujourd'hui que le terme justice juste reste un pléonasme ou devient un oxymore?